Chers élèves, chers apprenants de la classe de terminale, bonsoir. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour revoir certaines choses au bac sur l'épreuve de français avant le jour J. Aujourd'hui, nous allons traiter une épreuve. L'épreuve va porter sur le thème la mode. Des choses que nous remarquons aujourd'hui au niveau des jeunes et qui les dérangent. C'est une épreuve au bac. Nous avons la situation de départ que je vais vous lire rapidement. Les rues africaines sont bondées de jeunes qui veulent s'affirmer et montrer leurs différences. Pour cela, ils n'hésitent pas à s'habiller différemment en copiant les stars de la musique, des feuilletons, des films, etc. Voici un corpus de tests qui aborde quelques aspects de ce sujet. Tu es invité à le lire et à répondre aux questions qui te sont posées. Alors, comme tu le savais, c'est que l'épreuve au baccalauréat est composée, l'épreuve de français au bac est composée de 3 sujets. Et ces 3 sujets sont supportés par des tests. Il y a le test numéro 1, le test numéro 2 et le test numéro 3. Les 3 tests abordent chacun un sujet. Le premier test aborde la contraction de test. Le second, le commentaire composé. Et le troisième, la dissertation. Et donc les 3 tests, les 3 sujets là, si tu veux aller composer au bac et que tu ne maîtrises pas, eh bien un sujet des 3, il faut savoir que il te reste encore des choses à faire. Alors les tests que nous avons tirés, que nous voulons traiter ce soir, eh bien le premier traite de la mode chez les jeunes. Danger ou bienfait, que je vais essayer de vous lire très rapidement. Test numéro 1. La mode chez les jeunes. Danger ou bienfait. C'est la philosophie de la plupart des jeunes. Ces derniers sont constamment jugés par leur apparence physique. Pour éviter l'exclusion, il faut se fondre dans le groupe, appartenir à une tribu. Comme on le dit, les jeunes se laissent prendre à cet univers de la mode, là où la plupart du temps, les préjugés règnent en maître. Dans les collèges, un élève peut être rejeté par ses camarades parce qu'il n'est manifestement pas dans le cours. Mieux vaut ne pas se frotter au ringard, disent-ils. Ne voulant pas faire l'objet des critiques de leur entourage, les jeunes préfèrent suivre le train et porter des vêtements comme les autres, qui finalement ne leur correspondent pas toujours. À force d'être trop portés vers l'extérieur et de vouloir ressembler aux autres, en fin de compte, on devient ce que l'on nous montre au lieu d'être soi-même. Certes, dans la société aujourd'hui, il n'est pas toujours évident quand on est jeune d'assumer sa propre vision des choses ou d'assumer un style vestimentaire différent de celui des autres ou de chercher son propre style par peur de se faire rejeter par les autres. À l'âge où le corps se transforme, les jeunes filles, fières de leur forme, mettent des t-shirts près du corps. La mode vestimentaire est aussi un marqueur sexuel. Les jeunes qui souhaitent séduire vont utiliser la mode comme moyen d'attirer le regard de l'autre et tester sa capacité de plaire à l'autre sexe. À 15 ans, Sarah est une grande passionnée de la mode. Sa priorité est de séduire.
J'aime qu'on me trouve belle. J'adore me faire remarquer. Je ne m'habille pas seulement pour moi-même, mais également pour plaire aux autres. Confie-t-elle. Sarah soutient qu'elle dépense tout son argent de poche à s'offrir des vêtements, des chaussures et des accessoires. Impossible de résister. Si je veux quelque chose, je ferai en sorte de l'avoir, dit-elle. Et pour cela, Sarah montera des stratagèmes auprès de ses parents pour arriver à ses fins. Mais attention, il n'y a pas seulement les filles qui cherchent à plaire à travers la mode. Johnny, 17 ans, n'hésite pas à dépenser des sommes exorbitantes dans des vêtements et des chaussures de marque. C'est un peu ma tactique pour impressionner les filles, dit-il, avec un brin d'humour. Si la mode apporte aux jeunes, même en y associant quelques réserves, elle peut aussi avoir des conséquences plus négatives. En premier lieu, la mode peut créer des tensions au sein de la famille. Par exemple, si l'adolescent adopte un look baba cool ou un style gothique, il peut fortement déplaire aux parents qui chercheront à leur tour à imposer leur autorité. Ces tensions peuvent aller de simples échanges verbaux à des attitudes de rupture familiale. Vouloir suivre la mode occasionne parfois de petits dégâts, comme appliquer par exemple la mode des cheveux lisses et frisés au risque de se brûler sa chevelure, ou utiliser des cosmétiques non compatibles avec une acné qui se développe alors encore plus. Mais parfois, les conséquences peuvent être plus dramatiques. Les mannequins, les top modèles ou les stars véhiculent auprès des jeunes filles un culte de la minceur peu réaliste qui illustre bien ce propos. Les jeunes filles se privent de nourriture ou suivre des rythmes drastiques pour se conformer à cette image, jusqu'à souffrir d'anorexie avec des répercussions sur leur croissance, voire sur leur vie. De plus, cette préoccupation peut créer un mal-être, devenir obsessionnel et donc entraîner des séquelles sur la santé mentale. Entre la publicité et la pression sociale, les ados sont constamment exposés aux dictats de la mode. Ce sont les parents qui en font souvent les frais, car il n'est pas toujours évident de gérer les caprices de leur progéniture sur ce sujet très délicat. Si ces derniers insistent pour choisir les vêtements de leur ado, il y a de grandes chances que ça se termine en conflit. Afin d'éviter que la situation dégénère, il est important de fixer des limites. Bien souvent, les parents n'approuvent pas le style vestimentaire de leur ado. Être sexy ou être dans le coup ne veut pas dire être extravagant. Si vous voulez qu'on vous respecte, apprenez à vous respecter vous-même. Évitez les tenues extravagantes qui pourraient vous porter préjudice. Surtout, rappelez-vous qu'il est possible de vous valoriser autrement que par votre apparence et votre style vestimentaire. Car, il ne faut pas l'oublier, l'attachement à la mode est intimement lié à l'estime de soi. Ça, c'est un article paru dans Weekend 14 octobre 2013. Le test 2, qui traite du sujet numéro 2, le commentaire composé, que je vais vous lire très rapidement, est titré L'étoile de Dakar. La mariée était habillée de noir de la tête aux pieds.
boubou de palmane, chemise de palmane, pagne de palmane. Sa tête disparaissait dans un pagne de la même étoffe noir brillant, qui laissait voir au-dedans une nappe bosselée de coquilles d'or. Presque toutes les femmes étaient habillées de la même façon. Tout à coup, la foule s'ouvrit pour laisser paraître une étoile. C'était Maïmouna. Les tam-tams avaient cessé brusquement, comme malgré eux. Elle était là, la fille de Yaé Daro, grande, claire, éclatante, tache fraîche et reposante au milieu de ce monde sans grâce. Elle portait un boubou de gaze blanche à peine palpable sous lequel une camisole d'un rose violent garnie de vert par endroits formait un fond délicieux. Son pagne hissé un peu plus que de coutume découvrait le galbe lisse de ses jambes au-dessus des chevilles. À la place des babouches marocaines surchargées de fines tresses dorées, elle avait mis des mules espagnoles à hauts talons, roses et vertes, à peine aussi grandes que ses pieds. Autour du cou, un foulard de velours pailleté de rose, de vert et d'or, comme les belles de Louga n'en avaient jamais vu. Elle sourit à la foule, avança ses bras cerclés d'or et affronta la rumeur de la foule. Le fluide obscur de tout ce monde, un cri se leva et l'impressionna un instant. Vive l'étoile de Dakar! Et toutes les femmes rentraient honteusement les épaules dans leurs épais vêtements, s'énervaient sans cause et voulaient partir. Abdoulaye Sadji, Maïmouna, Présence africaine, page 210 à 212. Et le troisième texte qui traite du sujet 3, la dissertation, eh bien, est titré comme suit: les jeunes et le mode d'habillement. Et cette fois-ci, l'exemple est choisi au niveau de Togo. En Afrique et précisément au Togo, l'habillement d'une personne reflète sa personnalité. Quand on s'habille, parents, voisins, frères, sœurs, amis, bref, tout le monde a un regard et une lecture particulière de nous, individuellement pris comme un élément des différents groupes ou sous-groupes auxquels nous appartenons. À partir du mode d'habillement, l'on peut facilement identifier le groupe d'appartenance d'un individu. Une facette de la personnalité d'un individu peut se déceler au travers de sa façon de s'habiller. Ainsi, l'on a souvent entendu dire qu'un tel s'habille en voyou ou une telle en gourgandine. D'aucuns n'hésiteront pas à se demander comment on peut s'habiller de telle ou telle façon et sortir de chez soi sans qu'aucun des siens n'ait eu à vous donner des avis réprobateurs sur l'indécence de votre tenue. Ainsi, on spéculera alors sur la licence de votre comportement, traduisant une absence de rigueur dans votre éducation ou même une mauvaise éducation. L'habillement reflète alors l'âme de la famille et des sociétés d'appartenance. Quel constat faisons-nous de l'habillement des jeunes de nos jours? Au regard des données de notre enquête, les jeunes s'adonnent à une autre forme d'habillement, celle dite sexy ou hip-hop. La tendance chez le jeune Togolais est le modèle importé. Certains s'adonnent au port des tenues trop moulantes et hyper sexy, avec des jupettes plissées et le haut des vêtements creusés et entaillés de bord. D'autres ont des tenues teenagers
dans le style jean, chemise et pantalon en tuyau, des robes sexy et courtes, des mini-shorts qui montrent le ras des fesses. Cette façon de s'habiller dessine la forme du corps et en laisse apparaître certaines parties intimes du corps. Même la coupure du pagne aujourd'hui reflète cette tendance. Les jeunes optent pour les ensembles pagne massifs aux coupes strictes, des tenues à motifs. L'habillement des garçons reste le jean, le velours et le flop. Ils portent le pantalon au-dessus des fesses, des débardeurs à capuche et des polos griffés. En effet, 63,37% des jeunes s'adonnent à ce mode d'habillement et partant à cette mode, dont 36,64% des filles. Mais ce qu'il faut noter est que ce style d'habillement n'est nullement choquant à leurs yeux, mais au contraire devient des sujets d'admiration et de contemplation entre eux les jeunes. Tout parfait, normal, 65,35%. Et ils se disent être à la mode. Certaines avouent que pour être à la mode, elles regardent les feuilletons, suivent les séries et les clips vidéo. La décence n'est plus de règle. Le rôle premier de l'habit est ignoré, voire abandonné pour faire place à la séduction. Le fait n'est plus de savoir comment s'habiller pour protéger son corps, mais comment s'habiller pour plaire aux gens et séduire autrui. Il faut aussi noter que ce genre d'habillement se retrouve au sein des institutions religieuses, remettant ainsi en cause des prescriptions divines sur la tenue et le rôle des leaders religieux en matière d'encadrement et d'éducation. Certes, la plupart de ces jeunes avouent ne pas porter ces tenues, ces habits pour aller à l'église de peur de se faire sermonner par les leaders et préfèrent les porter en dehors des lieux de culte pour échapper à leur contrôle. Au travers de cette étude, il en ressort clairement que le rôle de l'éducation dévolue à la société est battu en brèche par les médias. Pandya Gonu, Makou, Université de Lomé, extrait de mémoire de maîtrise en lettres et sciences humaines, 2009. Alors, nous avons les consignes à présenter, à lire rapidement. Et donc, lorsque nous avons les 3 textes que nous lisons en tant que candidat, nous devons vraiment les relire une deuxième fois, si possible une troisième fois. Et après avoir lu ces textes-là 2 ou 3 fois, nous pouvons commencer maintenant notre travail. Et donc la consigne, vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'épreuve de français, lorsque vous prenez n'importe quelle épreuve de français au bac, eh bien, elle est subdivisée en 2 parties, à savoir la compétence de lecture et la partie travaux d'écriture. Et la compétence de lecture, c'est là qu'il faut mettre en jeu tout ce que nous avons, tout ce que vous avez appris. Tout ce que tu as appris concernant les genres littéraires, concernant les types de tests. Et c'est pour ça, depuis la 6e jusqu'en terminale, tu dois pouvoir maîtriser les types de tests qu'il y a. Le test descriptif, le test narratif, le test injonctif, le test explicatif ou informatif, le test argumentatif, le test argumentatif et dialogique. Tu dois pouvoir maîtriser tous ces tests-là. Tu dois les maîtriser et maîtriser également les tonalités. Les tonalités, tu dois pouvoir les maîtriser pour pouvoir t'en sortir. Alors, ici, au niveau du grand 1, compétence de lecture. Compétence de lecture. Compétence de lecture. Il y a un certain nombre
des choses que tu dois garder. À ce niveau, il y a des questions qui se posent là. Après avoir lu les 3 tests, on va te poser la question de savoir si le thème sur lequel les 3 tests s'entendent. Et c'est ça qu'on appelle la convergence. Quand tu as lu le premier test, le second et le troisième, quel est le thème commun pour les 3? Et c'est ça la convergence. Ici, le thème commun, nous pouvons parler de la mode chez les jeunes. Donc, la mode, c'est ça qui est le thème commun que les 3 tests, les 3 auteurs ont abordé. Et là, c'est ce qu'on appelle la convergence. Alors, ici, la question nous a été adressée comme suit. Dit, si les 3 tests du corpus développent la même image de la mode en Afrique et justifie ta réponse. Les 3 tests que nous venons de lire, est-ce qu'ils traitent d'un même thème? C'est à toi de le dire. Si les 3 tests traitent d'un même thème, tu dois pouvoir le dire. Ici, nous voyons que les 3 tests traitent de la mode chez les jeunes. Alors, et lorsque tu arrives à répondre que les 3 tests traitent du même thème, il faut donner des exemples. Tu prends le test numéro 1. Quelle est la partie de ce test-là qui aborde la mode chez les jeunes? Donc tu dois pouvoir ressortir ça pour justifier ta réponse. Tu prends le test numéro 2. Le test numéro 2, la même chose doit se passer. Tu vas voir dans tout le test où est-ce qu'on a parlé de la mode chez les jeunes. C'est vrai que tout le test traite de cela, mais tu vas voir les parties essentielles qui justifient ta réponse. La même chose doit se faire dans le test 3. Donc dans le test 3, tu choisis également une partie qui aborde ta réponse, qui aborde la mode chez les jeunes. Nous abordons la partie 2 qui est travaux d'écriture. La partie 2, les travaux d'écriture. Travaux d'écriture. Alors, à ce niveau, nous allons choisir c'est-à-dire un sujet. Nous avons 3 sujets à ce niveau, à savoir la contraction de texte, le commentaire composé et la dissertation. Souvent, quand nous allons, nous avons des copies à corriger, il y a certains élèves qui commettent des erreurs et qui abordent le premier sujet. Après, ils font un peu au niveau du second sujet et le troisième sujet. Et là, carrément, l'enseignant choisit le premier. Soit il choisit, il choisit un parmi les 3 et il corrige seulement. Mais en tant que candidat au bac, toi, tu n'as pas le droit de commettre cette erreur. Tu dois, après avoir lu les tests et la consigne, tu vas voir les 3 sujets, lequel est abordable. Si c'est la contraction de test, tu choisis la contraction de test. Si c'est le commentaire composé, tu choisis le commentaire composé. Et si c'est la dissertation, tu choisis la dissertation. Le premier test qui est que nous avons lu tout à l'heure, traite de la contraction de test. Et c'est ça, si tu choisis le test numéro 1 ou bien la contraction de test, il faut savoir que tu dois aborder le premier test que nous avons lu premièrement. Et là-bas, il nous a été posé la question de savoir l'idée générale. Quelle est l'idée générale de ce test que nous avons lu? Donc, après avoir lu le test, c'est à toi de voir l'idée générale. Ce test-là traite de quoi? Donc, tu vas essayer de voir et donner l'idée générale du test. Et l'idée générale, nous avons vu tout à l'heure, les conséquences de la mode chez les jeunes. C'est ça l'idée générale. Les conséquences de la mode chez les jeunes. Donc, et lorsque tu as ça et que tu donnes l'idée générale, tu lis les questions suivantes. D'abord, avant de démarrer, tu dois tout lire pour savoir, je l'ai dit tout à l'heure,
lequel des sujets que tu dois aborder. On nous demande ici de relever le connecteur logique utilisé dans la dernière phrase du test et de préciser la relation logique qu'il permet d'établir. Le connecteur logique, mon frère, ce que tu dois faire à ce niveau, il faut, avant d'aller au bac, maîtriser ce qu'on appelle connecteur logique. Si on dit car, ça signifie quoi? Si on donne n'importe quel connecteur logique, eh bien, ça signifie quoi? C'est à toi de voir. Tu dois maîtriser tout pour savoir, eh bien, comment, si on dit le cas va entraîner quoi? La cause, par exemple. Et ainsi de suite. Donc, tu dois maîtriser ces choses-là. Donc, nous avons ici la question suivante qui est de donner la structure du test. Et la structure du test, souvent beaucoup disent que c'est difficile. Ce n'est pas du tout difficile. Il faut lire tout le test et de voir comment est-ce qu'on peut faire la structure du test. La structure du test se fait comment? Alors, il faut lire correctement le test et il faut essayer de voir le début du test parle de quoi, le milieu parle de quoi et la fin parle de quoi. Et tu dois te baser sur les connecteurs logiques. Je suppose que dans le test, on a utilisé le connecteur logique mais. Mais là, c'est l'opposition. Mais c'est l'opposition. Ça veut dire que tout ce que l'auteur dit jusqu'à ce niveau, il veut changer d'allure. Tu es venu à un carrefour où tu veux dévier pour aller ailleurs. Alors, au carrefour, on peut dévier à gauche comme à droite. Donc, c'est pourquoi, lorsque tu vois mais, sa signification, sa valeur, c'est l'opposition. Donc, tu veux dévier ailleurs. Donc, l'auteur, en voulant faire la structure d'un test, il faut te baser sur les connecteurs logiques pour pouvoir structurer, scinder ton test. Alors, à ce niveau, comme je l'ai dit, l'élève doit scinder le test en 3 parties. Pour ce qui concerne les élèves, c'est 3 parties, 2 ou 3 parties au plus. Il ne doit pas dépasser 3. S'il va à 4 ou bien 5, l'enseignant ne sera pas d'accord. Donc, il doit s'arrêter sur 3 parties. Et comment est-ce que ça doit se faire? Il faut mettre structure du test. Structure du test. Et tu vas la lire, tu mets première partie. Première partie. Première partie. La première partie, lorsque tu lis le test, tu dois dégager la première partie qui commence du début. Et donc, tu peux mettre entre guillemets comme ça. Du début, tu mets le premier mot. Le premier mot. Et après ça, je suppose par exemple, notre test ici, le premier mot du premier test commence par c'est. Lorsque tu mets c'est, on peut dire c'est la philosophie. Et après cela, tu mets jusqu'à un niveau donné. Si je suppose que ça doit s'arrêter sur les autres, tu mets les autres. Les autres. Et ça, c'est la première partie. Et tu mets titre. Titre. Alors, quel est le titre de la première partie? Tu mets cela. Tu mets le titre. Et après ça, tu mets deuxième partie. Et qui commence de le mot suivant. C'est ça que tu mets. Je suppose que nous allons revenir sur l'épreuve tout à l'heure. À l'âge et titre qui s'arrête peut-être à mental. Pour le moment, c'est un exemple que je suis en train de donner avant de revenir à l'épreuve. Alors, tu dois scinder les différentes parties comme ça. Deuxième partie, à l'âge,
on peut jusqu'à... Et tu mets titre. Et le titre, tu mets un titre à cette partie. Et c'est ce que tu dois faire jusqu'à trouver 3 parties. Donc si tu trouves 3 parties, les 3 parties doivent être titrées, et bien chacune. Hier, j'étais en train de corriger certaines copies de des candidats au bac. Et j'ai constaté ceci. J'ai constaté que il y a un candidat qui a mis première partie. Et il met P1, P2, P3. C'est-à-dire paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. C'est ça il a mis. Et il a mis titre. Il a donné un titre à ça. Alors, il y a déjà des problèmes. Lorsque vous faites ça, c'est que vous demandez au correcteur d'aller vérifier, eh bien, les différents paragraphes qu'il y a dans le test et de savoir que, bon, c'est ce que l'élève est en train de mettre ça. Eh bien, c'est dangereux. Le correcteur va mettre simplement 0. Il bat ça et il met 0. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai parlé simplement, j'ai mis 0. Il a mis P1, P2, P3. On ne peut pas faire ça. Tu attends et tu donnes tu titres cette partie-là. Alors, lorsque nous quittons cette partie structure du test, nous venons maintenant au résumé. Nous venons au résumé. Au résumé. Et généralement, vous savez, nous avons le résumé du test. Alors, à ce niveau, le résumé du test, on nous donne, parfois, on peut nous donner avant, on nous demandait de compter le nombre de mots. Chaque candidat compte le nombre de mots que comporte le test du début jusqu'à la fin. Et parfois, même en allant à l'examen, on garde même la calculatrice et puis on se dit, bon, voilà, aujourd'hui, mais parfois, même on se demande, mais c'est mathématique, tu veux aller faire? Et on se pose la question. Alors, et tu commences par compter les mots un à un jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le nombre de mots utilisés dans le test est déjà donné. Ici, le nombre de mots utilisés est 700. Le test comporte 700 mots. Et suite, le test contient 700 mots. Résume-le au quart de son volume, soit 150 mots. 150 mots. Alors, nous avons 700 mots utilisés dans le test. Et maintenant, on veut le résumer au quart, soit à 150 mots. C'est pas fini. Il nous a demandé que une marge avec une marge de 10%. Comment ça doit se passer? Avec une marge de 10%. 10%. Alors à ce niveau, il faut faire un peu de mathématiques et il faut essayer jusqu'à trouver le nombre de mots que tu veux. Alors, il faut faire eh bien, des intervalles comme ça et faire un petit calcul. Tu prends 150 mots. 150 mots fois 10, le tout sur 100. 150 mots fois 10, le tout sur 100. Alors, il suffit simplement de simplifier les 0 là. Et il va rester 15. Donc, nous avons 15 mots. Alors, qu'est-ce que nous allons faire des 15 mots? Nous allons simplement écrire 150 moins 15, point virgule. 150 plus 15. Cela signifie quoi? Que nous devons utiliser 135 mots ou au plus 165 mots. Voilà. Donc, notre résumé doit se trouver dans cet intervalle-là. Nous devons calculer, le nombre de mots que nous devons utiliser doit se trouver ici. Peut-être le nombre de mots que tu utilises en écrivant, arrivé déjà au niveau de 130, 135, 140, tu
tu vois déjà que tu as déjà fini le résumé. Ça veut dire que tu tiens, tu es déjà dedans. Mais tu peux aller juste à 150 ou bien 160 ou au plus 165. Mais jamais tu ne dois dépasser 165 et aller à 170, 180. Ou bien, si tu n'atteins pas 135 et que tu t'arrêtes à 120 ou bien 130, eh bien le correcteur peut te pénaliser. Et c'est pourquoi il indique que à la fin de chaque résumé, toi, en tant que candidat, tu dois mettre le nombre de mots utilisés. Le nombre de mots utilisés, tu mets ça en bas. Nombre de mots utilisés. Eh bien, lorsque tu mets ça, le correcteur, quand il voit ça en même temps, il sait que le candidat a utilisé tel nombre dans son résumé. Et c'est ça qui est vraiment indiqué. Et si tu ne fais pas ça et que tu ne mets pas le nombre de mots utilisés, le correcteur peut te pénaliser. Donc, attention. Alors, pour aller rapidement, nous allons sur la discussion. La discussion. La discussion. La discussion. Alors, au niveau de la discussion, nous avons un sujet. Un sujet qui nous est donné, que nous allons lire très rapidement. Dans le sujet là, il est dit, alors, évitez les tenues extravagantes qui pourraient vous porter préjudice. Surtout, rappelez-vous qu'il est possible de vous valoriser autrement que par votre apparence et votre style vestimentaire. Car, il ne faut pas l'oublier, l'attachement à la mode est intimement lié à l'estime de soi. C'est ça le sujet qu'on nous a donné. Le libellé, c'est ça. Et quelle est la consigne? Commente ce propos. Commente ce propos. Alors, si on te demande de commenter, ça veut dire que commenter, tu dois expliquer d'abord et donner des exemples. Tu expliques et tu donnes des exemples. Commente ce propos. C'est ça qu'on te demande de faire. Commente ce propos. Et qu'est-ce que tu dois faire? Généralement, il y en a qui font cette partie-là en bloc. C'est dangereux. Il ne faut plus faire ça. Tu dois respecter les règles de la dissertation. Comment? Il doit avoir de l'introduction, le corps du devoir et la conclusion. Et dans l'introduction, il y a des choses que tu dois respecter. On doit avoir l'idée générale. L'idée générale, au niveau de la conclusion, on a introduction. Introduction. À ce niveau, tu dois pouvoir respecter l'idée générale. L'idée générale. Et après cela, qu'est-ce que tu sais maintenant? Qu'est-ce que tu dois suivre? Dis-moi ça. Alors, après l'idée générale, nous devons avoir l'insertion du sujet. Et à ce niveau, il y a deux choses que tu dois faire. L'insertion du sujet, c'est ça qui doit suivre. L'insertion du sujet. Tu dois insérer le sujet. L'insertion du sujet. Et après l'insertion du sujet, à ce niveau, il y a quelque chose qui doit se passer très rapidement. Il faut donner la problématique. Après l'idée générale, on a insertion du sujet et la problématique. Et après la problématique, il te faut faire quoi? Il faut maintenant annoncer le plan. Tu dois annoncer le plan. Tu annonces le plan. Il faut annoncer le plan. Donc, on a l'insertion du sujet et on a la problématique. La problématique et on a maintenant l'annonce du plan. L'annonce du plan. Voilà, c'est des choses que tu connaissais depuis et je pense que ce sont des rappels que je te fais. Donc, on a l'idée générale, l'insertion du sujet, la problématique et l'annonce du plan.
Pourquoi l'annonce du plan? Ben, le travail que tu veux faire, du début jusqu'à la fin, il faut dire au correcteur que tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Sinon, il ne pourra pas savoir. Il ne peut pas savoir ce que tu veux faire si tu n'annonces pas le plan que tu veux adopter. Et je te rappelle que les plans, tu dois retenir un certain nombre de plans. Les plans que j'enseigne souvent à mes élèves, eh bien, tu dois retenir quelque chose comme ça, ce cible-là qu'on appelle SIDA. Tu vois, SIDA. SIDA, ça signifie quoi maintenant? Donc, tu dois garder ça. SIDA veut dire quoi? Le plan comparatif. Le plan comparatif. Le plan comparatif. Le plan comparatif, ça c'est le C. Le I signifie quoi? Le I, c'est le plan inventaire. 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 Le D signifie quoi? Le plan dialectique. Le plan dialectique. Le plan dialectique. Et le A signifie quoi? Le plan analytique. Analytique. Le plan analytique. Et chacun de ces plans-là, nous devons les connaître. Lorsque nous connaissons ces plans, ça peut nous permettre de savoir aborder les sujets. Puisque dans le code du devoir, si tu as le plan, comment on l'appelle, lorsque la consigne qu'on te donne te renvoie au plan comparatif, tu dois respecter le plan comparatif. Si on dit comparatif, on veut comparer deux choses. Donc là, c'est le plan comparatif. Le plan inventaire, sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan politique, sur un certain nombre de plans. Donc il y a certains sujets ou bien certaines consignes qui renvoient au plan inventaire. Le plan dialectique, eh bien, le plan dialectique nous amène à respecter la thèse, l'antithèse, la synthèse. Je reprends, le plan dialectique nous amène à respecter la thèse de l'auteur, l'antithèse et la synthèse avant d'aller conclure. Donc, nous avons également le plan analytique. Le plan analytique nous amène à donner les causes, les manifestations, les conséquences et si possible des approches de solutions. Donc lorsque nous maîtrisons le SIDA, eh bien, qui signifie le plan comparatif, plan inventaire, plan dialectique, plan analytique, eh bien ça peut nous permettre de maîtriser les consignes qu'on nous donne. Alors ici, on nous a demandé de commenter le sujet et de pouvoir pour pouvoir bien donner la réponse. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons expliquer le sujet et donner des exemples. Expliquer le sujet et donner des exemples. Alors, nous abordons maintenant le sujet numéro 2. Et vous le savez très bien que quand nous venons, nous prenons compétence de lecture, eh bien, souvent, c'est noté sur 4 points. Noté sur 4 points. Et quand nous venons au niveau de l'écriture, le sujet numéro 1, eh bien, nous avons 2 points, 3 points, et après, au niveau de structure, parfois 2 points ou bien 3 points, et au niveau du résumé, souvent noté sur 5 points. Et la discussion est notée sur 7 points. Et c'est pourquoi il ne faut pas perdre ton temps au niveau du résumé. Il faut tout faire pour bien rédiger ton travail au niveau de la discussion. C'est vraiment important. Donc, je pense que le commentaire pour ce qui concerne le sujet numéro 2, lorsque nous sommes toujours câblés, nous allons continuer ça là pour la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse.